Bonjour et bienvenue dans ce qui constituera la dernière séance, la séance 6, consacrée à la séquence 4 du programme de géographie des classes de 5e, l'eau et le pétrole, deux ressources à ménager. Nous allons achever aujourd'hui la mise en perspective que nous avons déjà largement entamée lors de la séance précédente, consacrée à la gestion des ressources et leurs enjeux dans le monde aujourd'hui et surtout demain. Aujourd'hui, nous allons parachever l'ensemble en construisant ensemble nous-mêmes une carte à l'échelle de la planète qui mettra en relief les enjeux et les ressources différentes que sont l'eau et l'énergie. Grand F, l'eau et l'énergie, des ressources et des enjeux différents. Quelles sont les inégalités d'accès aux ressources en eau et en énergie et leurs enjeux à l'échelle de la planète aujourd'hui. En fait, je vous le rappelle, la carte, nous l'avons déjà en grande partie construite, nous l'avons déjà bâtie, puisque nous avons déjà cartographié tout ce qui est en rapport avec l'eau douce, une ressource vitale. Donc normalement, voilà, vous devez déjà avoir ceci sous les yeux. Alors, sans revenir à tout ce que nous avons vu dans le détail lors de la séance précédente, sachez que le monde est pris néanmoins dans une logique un peu contradictoire en ce qui concerne la gestion des ressources fossiles ou renouvelables, puisque nous l'avons vu, vous avez des pays qui disent adieu aux énergies fossiles. L'Allemagne abandonne le charbon, l'Allemagne ferme ses mines de charbon, non pas parce que les mines de charbon sont comment dirais-je, vidées de toute ressource, sont épuisées, mais tout simplement parce que l'Allemagne a décidé de se lancer dans une politique plus durable, avec des énergies plus douces pour l'environnement, dans une logique effectivement qui suit celle de la fermeture des centrales nucléaires après la catastrophe japonaise de Fukushima. Donc vous avez des pays qui sont dans cette logique. Derrière l'Allemagne, des pays qui se tournent vers les énergies renouvelables et plus douces pour l'environnement. Et puis, parallèlement, mais dans le sens contraire, vous avez des pays qui ont décidé de tourner le dos aux énergies renouvelables et de faire confiance, advienne que pourra, aux énergies dites fossiles. Et il n'est un secret pour personne que le président des États-Unis, Donald Trump, a été élu notamment grâce aux voix des mineurs et des ouvriers de l'industrie et des ouvriers du pétrole, à qui il avait promis que les énergies douces et environnementales ne seraient pas sa priorité, bien au contraire. Et donc Donald Trump, par exemple, a ressuscité le charbon, c'est-à-dire que non seulement les États-Unis ne ferment pas les mines de charbon, mais ils ont même tendance à en rouvrir certaines qui avaient été fermées pour des raisons environnementales. Donc vous voyez que là, on va dans le sens contraire de l'Allemagne, par exemple, et évidemment, notre carte doit tenir compte de ces contradictions. Parce que les choses sont trompeuses. Si vous regardez ce planisphère
qui montre la prise de position de chacun des États de la planète signataires des accords de Paris. Ces accords de 2015 qui ont débouché sur une volonté soi-disant mondiale de tourner le dos aux énergies fossiles et de lutter contre le réchauffement climatique par le déploiement, l'accélération de l'utilisation des énergies dites renouvelables. Alors on pourrait se dire que le monde entier agit d'une seule et même voie. Bon, sauf que comme vous pouvez le voir, il y a d'abord les États-Unis de Donald Trump qui se sont retirés de l'accord et qui finalement font le contraire de ce qui avait été décidé en 2015. Donc le retour en arrière a été rapide. Et puis, en réalité, cette carte est flatteuse parce que la plupart des pays qui ont signé les accords de Paris, c'est-à-dire tous, sauf les États-Unis, en réalité, sont loin d'appliquer les accords. C'est-à-dire qu'ils font semblant de les appliquer, mais ils ne les appliquent pas réellement. Et donc, en réalité, ces belles décisions environnementalistes dans une logique de développement durable resteront pour la plupart lettres mortes, comme on dit, c'est-à-dire qu'elles déboucheront sur rien. Les cartes sont parfois trompeuses, même en géographie. Et il faut reconnaître que pour les pays notamment qui émettent le plus de gaz à effet de serre et qui sont donc ceux qui contribuent le plus au réchauffement climatique et qui sont donc les principaux pollueurs de la planète, États-Unis, mais aussi Chine, la Chine même devant les États-Unis, la Chine est le premier pays pollueur de la planète, mais aussi l'Europe, mais aussi la Russie, mais aussi l'Inde, mais aussi le Brésil. Et on se rend compte qu'à ce petit jeu-là, vous avez autant de pays, non peut-être un peu moins de pays du Sud que de pays du Nord, c'est-à-dire vous avez peut-être un tout petit peu moins de pays pauvres que de pays riches, mais en réalité, pays riches comme pays pauvres contribuent à polluer la planète et à réchauffer le climat. Eh bien, pour les pays les plus pollueurs, l'effort à fournir est évidemment le plus compliqué. Le plus compliqué, celui qui aura le coût social le plus élevé, parce que fermer encore une fois des mines, fermer des centrales thermiques, fermer des centrales nucléaires, opérer une transition énergétique vers des énergies douces, durables, renouvelables, ça a un coût économique, ça a un coût social, et ce coût, il est parfois difficile à assumer. Et donc, ça explique pourquoi les accords de Paris ont peu de chances, malheureusement, pour la planète et pour nous autres, finalement humains, d'être respectés. Si on prend maintenant une autre carte qui a été faite au lendemain, mais c'est pas un hasard, de la catastrophe de Fukushima au Japon en 2011, eh bien on se rend compte que, évidemment, tous les pays de la planète n'utilisent pas la technologie de l'énergie nucléaire, soit par choix, la volonté de refuser la radioactivité et les risques véritablement mondiaux que pose ce type de ressources énergétiques, ou par manque de moyens, parce que l'énergie nucléaire, ça coûte extrêmement cher. Donc on voit bien que parmi les 10 plus gros producteurs d'énergie nucléaire dans le monde, on a affaire pratiquement, cette fois-ci, qu'à des pays du Nord, pays riches et développés, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada en Amérique du Nord, la France qui a, je vous rappelle, fait le choix du nucléaire depuis maintenant quasiment un demi-siècle,
et qui est en tête dans ce domaine et pour qui mettre fin à la filière du nucléaire poserait un coût économique et social très élevé, mais aussi la Russie, mais aussi le Japon et la Corée du Sud. Finalement, dans le top 10, le seul pays qui n'est pas considéré comme les deux seuls pays qui ne sont pas considérés comme faisant partie du Nord, et c'est encore bien discutable, c'est la Corée du Sud et la Chine. L'énergie nucléaire, c'est plutôt pour des pays riches. Par contre, si l'on regarde maintenant une carte de la production électrique issue des énergies renouvelables, voilà, je vous ai trouvé cette carte qui est une carte très très récente puisqu'elle date de 2017. Donc, plus le pays produit d'électricité grâce aux énergies renouvelables, plus le pays apparaît en vert. Plus au contraire, le pays produit d'électricité en utilisant des énergies fossiles, polluantes, en faisant brûler du charbon ou du pétrole, ou en utilisant l'énergie nucléaire, plus il apparaîtra en rouge, en rose ou en rouge. Et bien là, on se rend compte que la grille de lecture habituelle nord-sud ne fonctionne plus totalement. C'est-à-dire que, en fait, il y a un peu de tout. Vous avez des pays du Nord qui ont fait et qui continuent à faire un effort pour associer les énergies renouvelables à la production électrique. Et c'est notamment le cas de l'Europe, de l'Ouest, dans les pays considérés comme riches du Nord. Vous noterez que la France apparaît en retard. Elle le doit au fait que, oui, effectivement, l'énergie éolienne, l'énergie solaire n'ont pas forcément une très grande cote auprès de l'opinion publique ou auprès des décideurs politiques. Et puis il y a aussi encore une fois le fait que la France a beaucoup misé sur l'énergie nucléaire et qu'il est difficile de reculer maintenant. Mais malgré tout, on voit que l'Europe a choisi les énergies renouvelables. Par contre, pour les autres pays du Nord, les pays riches, on est encore un peu dans le doute. L'Amérique du Nord, vous voyez, elle est en position médiane. Et avec Trump, à risque fort de repasser dans le rose ou dans le rouge, hein. Le Japon pareil, le Japon qui avait tourné le dos au nucléaire et puis qui finalement a changé d'avis. Tiens, si on prend la situation de l'Océanie, vous voyez, hein, vous avez la petite Nouvelle-Zélande qui fait une large part aux énergies renouvelables et sa voisine, la géante Australie, pas tout à fait. Par contre, là où c'est le plus intéressant, c'est dans les pays du Sud. Et puis j'ai oublié dans le Nord le cas de la Russie qui, elle, est encore plus en retard que ses voisins européens pour les énergies renouvelables. Par contre, dans le Sud, c'est pareil, il y a de tout. Et au fond, c'est pas parce qu'on est un pays pauvre qu'on ne va pas forcément développer les énergies renouvelables. Si on prend par exemple l'Amérique latine, hein, qui est un continent considéré comme faisant partie du Sud économique, vous avez absolument toutes les situations envisageables. Vous avez le Brésil qui est en vert, son voisin argentin qui est en rose. C'est-à-dire qu'après, ce sont des choix nationaux qui ne sont pas forcément dictés par des contraintes économiques, mais qui sont dictés par la volonté de développer les énergies renouvelables ou pas. Si on a une conscience véritablement écologique ou pas.
Bon, même chose en Afrique. Évidemment que la quasi-totalité des pays du continent africain n'ont pas encore développé les énergies renouvelables et on peut considérer que c'est dû à un manque de moyens. Mais vous avez quand même quelques pays d'Afrique qui ne sont pas dans cette logique malgré tout et qui sont en avance sur les autres. Comme la Mauritanie par exemple, qui est en vert pomme, comme le Kenya. Le Kenya, c'est le pays un des pays recordman du monde des énergies renouvelables sur la côte est. Et puis vous avez, alors je reviens là-dessus, le cas du Moyen-Orient, la péninsule arabique. Là, c'est pas par manque de moyens que l'on a pris beaucoup de retard sur les énergies renouvelables, mais c'est parce qu'encore une fois, quand le pétrole et le gaz sont omniprésents dans le sous-sol, et ben ma foi c'est tellement simple de brûler le gaz et le pétrole et de ne pas s'occuper de l'énergie solaire, alors que l'Afrique et le Moyen-Orient ont cette ressource inépuisable à portée de main. Bon, on a vu qu'aux Émirats Arabes Unis avec Masdar City, ça y est, ça commence les énergies renouvelables. Mais sur la carte, on voit qu'il y a encore beaucoup de retard en ce qui concerne le Moyen-Orient, l'Afrique et une large partie de l'Asie. Sur cette carte, la coupure nord-sud est tellement évidente que l'on n'a même pas pris la peine de faire figurer les pays du nord économique. On l'a déjà vu lors de la séance précédente, c'est un simple rappel, mais c'est au sud, dans les pays considérés comme en retard de développement, je vous le rappelle, c'est-à-dire l'Amérique latine, c'est-à-dire le continent africain, c'est-à-dire la majeure partie de l'Asie, si vous retirez la Russie et le Japon, c'est dans ces pays que l'on trouve les gens qui sont le plus en difficulté en ce qui concerne l'accès quotidien à l'électricité, et pour qui la question des ressources en énergie est une question cruciale et qui leur pourrit littéralement la vie au quotidien. Voilà, donc jusqu'à maintenant, on voit qu'il y a une logique nord-sud dans notre analyse des enjeux liés aux ressources et à l'énergie, aux ressources énergétiques et à l'énergie dans le monde. C'est assez incontestable. Donc il faudra que cette logique nord-sud apparaisse dans notre propre carte, celle que nous allons bâtir. Alors j'ai gardé pour la fin, pour que la démonstration soit vraiment définitive, j'ai gardé la carte de la consommation mondiale d'énergie par habitant en 2010. Donc c'est une carte très récente. J'ai retracé sur cette carte les frontières du nord et du sud économique. Plus la plage de couleur est foncée, plus elle tire vers le noir, plus la consommation d'énergie par habitant est élevée. Et au contraire, plus la couleur tire vers le jaune, plus la couleur est pâle, moins la consommation d'énergie est forte. Donc il y a une logique de gradation des couleurs, qui ne nous aura pas échappé. Et alors maintenant que l'on sait ça, si on regarde un petit peu le planisphère en se référant à la frontière nord-sud, il est assez évident que c'est dans les pays du Nord que la consommation d'énergie est la plus importante. On n'a pas forcément affaire aux pays les plus peuplés, mais on a affaire aux pays les plus riches. Donc les gens ont un niveau de vie élevé et ont une consommation d'énergie qui est forte, qui est très forte, et dont ils peuvent assumer le coût. Ça explique d'ailleurs l'exception moyen-orientale, parce qu'effectivement, on a des pays fortement consommateurs d'énergie
au Moyen-Orient. On l'a vu lors de notre étude de cas sur les pays de l'or noir, hein, là l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Mais justement, on a affaire à des pays considérés comme pauvres, en retard de développement, mais on sait très bien que ces pays-là sont un peu l'exception. Bon, sur le plan socio-économique, ils mériteraient probablement d'être classés parmi les pays du Nord. Quand on est riche, on consomme et on consomme de l'énergie. Et quand en plus on a les moyens, eh bien on consomme sans regarder à la dépense. On peut même gaspiller. Inversement, dans les pays pauvres, les pays du Sud, les pays en voie de développement, qui sont quand même, je vous le rappelle, accessoirement les plus peuplés, eh bien la consommation est très inférieure, très faible, et bien tout simplement parce que c'est pas qu'on n'a pas des besoins, c'est simplement qu'on n'a pas les moyens de satisfaire les besoins en énergie. Donc en Afrique, par exemple, eh bien, on cuisine au bois parce qu'on n'a pas de cuisinière au gaz, ou on n'a pas de cuisinière à l'électricité. À quoi ça sert d'avoir une cuisinière électrique si de toute façon on n'a pas l'électricité dans le village? Donc du coup, la consommation mondiale d'énergie est beaucoup plus faible. Et elle est plus faible en Afrique et dans un certain nombre de pays assez pauvres d'Asie aussi, comme le Yémen, hein, c'est l'exception au Moyen-Orient, et puis comme par exemple au Bangladesh ou comme au Pakistan, les deux pays qui entourent l'Inde, là, les deux voisins de l'Inde. Bon, très clairement, il y a un lien entre richesse et accès et consommation à l'énergie. Donc il faudra que notre carte fasse apparaître cette coupure nord-sud. Il est temps de passer à notre carte. Donc on va maintenant s'intéresser à la deuxième partie de la légende, hein, c'est-à-dire tout ce qui a trait à la question de l'énergie. Donc dans un premier temps, nous allons nommer, situer dans l'espace, les principaux consommateurs d'énergie dans le monde. Donc ce sont les pays qui sont soulignés. Alors je vous les donne d'ouest en est, de gauche à droite si vous préférez. Le Canada, les États-Unis, c'est-à-dire les deux pays de l'Amérique du Nord. Le Royaume-Uni, l'Espagne, la France, l'Italie pour l'Europe de l'Ouest. Il doit y avoir l'Allemagne aussi, qui ne doit pas être loin. Bon, visiblement, elle n'est pas dans le top 10, mais elle ne doit pas être très loin. Ensuite, plus à l'est, la Russie. Là, on est maintenant en Asie. L'Inde et la Chine. Alors, c'est pas parce qu'on a affaire à des pays riches, hein, mais parce qu'on a affaire aux deux pays les plus peuplés de la planète. Donc, nécessairement, la consommation d'énergie est très élevée. Et puis le Japon, qui fait aussi partie des pays les plus peuplés, mais aussi les plus riches. Donc lui, il a deux raisons d'être dans le top 10 mondial des consommateurs d'énergie. Et puis un pays très très peu peuplé, mais qui a les moyens de consommer de l'énergie. Ça doit expliquer pourquoi il est dans le top 10, l'Australie. Ensuite, les pays qui font partie du top 10 des producteurs d'électricité d'origine nucléaire. Alors, on retrouve parfois les mêmes, hein, c'est-à-dire on retrouve le Canada, mais aussi les États-Unis. On retrouve le Royaume-Uni, on retrouve la France. L'Allemagne a failli figurer dans le classement jusqu'à une date très récente. Elle était dans le top 10, mais comme elle a tourné le dos au nucléaire, forcément elle n'est plus dans le top 10. Par contre, vous avez la Russie. Vous avez également la Chine, la Corée du Sud. Et on le sait bien maintenant avec Fukushima, le Japon. Et tous ces pays sont au nord économique, sauf la Chine.
Ajoutons à cela les pays qui font partie du top 10 des producteurs d'énergie renouvelable. Alors là, on voit que il y a une sorte de contradiction apparente, hein. Par exemple, au Canada, aux États-Unis, en France, au Japon, en Chine, où vous avez à la fois des pays qui font partie du top 10 de l'électricité nucléaire, mais qui font aussi partie du top 10 mondial des producteurs d'énergie renouvelable. Hein, on voit qu'ils sont à la croisée des chemins, ils sont en train d'opérer leur transition énergétique d'une énergie fossile, ou considérée comme très dangereuse, à une énergie renouvelable et considérée comme beaucoup plus durable. Et puis vous avez d'autres pays qui sont moins dans cette optique. Je pense par exemple à l'Inde qui, lui, l'Inde, ce pays, a opté pour véritablement l'énergie renouvelable en attendant que l'Afrique lui emboîte le pas. Il ne manque plus que de retracer la frontière économique, celle du développement, frontière nord-sud, et nous verrons apparaître les inégalités de développement, mais liées à la gestion et à la consommation des ressources énergétiques de la planète. Alors à l'arrivée, ça fait une carte qui est très riche, sans doute un peu trop riche, limite surchargée, j'en suis bien conscient, mais parce que nous avons deux cartes pour le prix d'une. Nous avons et la carte de l'eau et la carte de l'énergie dans le monde. Sinon, il aurait fallu deux cartes. Alors évidemment, qui auraient été sans doute plus lisibles, quoique, mais voilà. Je vous ai tout synthétisé sur une seule et même carte pour vous simplifier votre travail d'apprentissage. Voilà, il n'y a plus pour vous qu'à apprendre la carte dans ses repères essentiels. Et nous en avons fini avec cette séquence consacrée à l'eau, au pétrole et à la question énergétique. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses, ça vous aura ouvert les yeux sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séquence. Vous verrez bien si c'est de l'histoire, de la géo ou de l'EMC. À bientôt, bonne journée.